Bonjour et bienvenue dans les coulisses du challenge crypto trading. Il y en a beaucoup qui prennent une claque, qui pleurent et qui vont au lit et c'est terminé. On les voit plus jamais ni sur le marché ni nulle part, ils investissent plus, ils traitent plus. Le challenge crypto trading, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, je prends une trentaine d'élèves à mes côtés et je leur transmets une stratégie de trading professionnelle. Et c'est justement pour cette raison qu'une vraie stratégie de trading professionnelle ne se base jamais sur un seul indicateur. Il faut toujours plusieurs indicateurs qui viennent confirmer ta prise de position. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir des résultats concrets, même s'ils sont complètement débutants et qu'ils n'y connaissent absolument rien. Et avec cette vidéo, on va ensemble partir dans les coulisses. Je vais vous montrer concrètement comment est-ce que je leur apprends cette stratégie de trading professionnel et aussi vous montrer les parties pratiques dans lesquelles les élèves vont poser des questions et faire en sorte de pouvoir avancer dans cette stratégie de trading professionnel. On part ensemble directement dans les coulisses, je vous emmène avec moi. Allez, venez, c'est parti! Ok, bon, on est un petit peu dans le vif du sujet. Très rapidement, on est dans le challenge crypto trading directement au tout début. On est aujourd'hui même vendredi 13 décembre 2024 et il est actuellement 20h08. Des nouvelles personnes nous rejoignent. On a Loustic qui nous rejoint. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, ce soir, petit live, on va dire d'introduction, on va pouvoir discuter ensemble les amis. On sera sur un live un peu détente, c'est vendredi, c'est le premier jour de live, première session. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu vous présenter le challenge surtout, comment est-ce que ça va se passer sur ces 7 prochains jours. Voilà, on va faire les petites présentations, voir un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Et voilà, moi aussi je suis assez excité sur ce challenge, on avait déjà fait ça l'année dernière. Et je sais que ça avait vraiment beaucoup plu. Donc je suis content de pouvoir vous accompagner aujourd'hui. Mathieu pour l'instant ne peut pas être présent ce soir, peut-être qu'il nous rejoindra en cours de live. S'il n'est pas présent, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous le présente très rapidement. C'est une personne qui est avec moi depuis plus de 2 ans maintenant, depuis même presque 3 ans, la création de ma chaîne YouTube. Je l'accompagne dans le trading, dans l'investissement, il a suivi tous mes programmes. Donc c'est un expert aujourd'hui en analyse fondamentale, il a vraiment une grosse expertise. Et de l'autre côté en analyse technique également, il aura largement les capacités de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous partager des informations. Donc il pourra du coup prendre une partie du groupe. Donc là j'ai pas mal parlé, je vais peut-être laisser la main à chaque personne. J'aimerais juste une rapide présentation. Salut Mike, on va commencer par toi du coup. Tu viens de t'allumer, donc je me suis dit c'est le moment. Bah écoute, n'hésite pas comme dit à te présenter. De toute façon je vous rappelle une chose les amis, soyez pas timides ou quoi que ce soit, on est entre nous. Et surtout dans l'idée on va tous collaborer ensemble. On est là ensemble pour ces 7 jours, on va faire des petits groupes etc. Donc voilà, n'hésitez pas, Mike je te laisse directement dire le mot quoi. N'oubliez pas que si vous souhaitez participer à la session numéro 3 du challenge crypto trading, vous pouvez le faire, c'est tout à fait gratuit. Le lien est en description, comme d'habitude, les 30 premiers seront les 30 que j'accompagnerai pour la session numéro 3. Donc si vous voulez vous assurer d'obtenir votre place, venez directement vous inscrire. Ok, bonjour, je m'appelle Michael. J'ai demandé à ma femme, tiens, si on mettait 2000 € TikTok, cette époque, non, c'est pas une bonne idée. Donc moi j'ai le même âge que Mike, 49 ans. Ok. Je sens que je fais n'importe quoi. Je sens que d'ailleurs depuis que j'essaie d'être intelligent, je perds. J'avais 51 ans. J'ai commencé un peu la crypto dans le dernier bull run. J'ai commencé après donc l'investissement, grâce à toi finalement, parce que j'ai pris ta formation. Grâce à toi, hein. C'est toi qui es passé à l'action. Hein. Ça m'a permis de me poser en fait. Bien sûr. Donc je me suis placé, là je suis bien, comme positif, je suis content. Alors moi, mon prénom c'est Quentin, mon surnom c'est Bridge. Et à chaque fois il y a des flèches, j'ai viré mon stop loss. J'avais limité mes pertes à 20 balles quoi. Sauf que j'ai perdu 20 balles 20 fois quoi. Ouais, c'est sûr. Après ce qui est marrant c'est que on a tous ce point commun, j'ai l'impression, enfin en tout cas ici, de toutes les personnes qui ont parlé ici, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez souhaité aller au passage supérieur, ça veut dire commencer à vraiment vous professionnaliser en trading après une très grosse claque.
il a fallu, il a fallu prendre la claque pour se dire ah tiens peut-être que en fait il faut se professionnaliser. Il y a 2-3 trucs à voir quand même. C'est pas aussi simple que ça ne paraît. Mais sachez que déjà vous avez fait le plus gros, c'est d'être là maintenant. Après vous êtes pris une claque. Il y en a beaucoup qui prennent une claque, qui pleurent et qui vont au lit et c'est terminé. Hein. On les voit plus jamais ni sur le marché ni nulle part. Ils investissent plus, ils traitent plus et c'est terminé. Donc vous avez déjà fait un grand pas, j'ai envie de dire. Après une claque, le fait de se dire ok j'ai fait des erreurs, je suis conscient qu'il y a maintenant des choses encore qu'il faille que j'apprenne et donc bah, vous avez vraiment tout ce qu'il faut là. Aujourd'hui on va aller voir ensemble pendant ces 7 jours pas mal de points importants. Comme expliqué, 7 jours c'est très court à la base, mais je vous ai tout condensé. Ça a été vraiment un objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir vous concocter une stratégie de trading professionnel et le tout sur 7 jours. Donc ça va être à la fois assez intensif, à la fois assez passif, parce qu'il vous faut aussi des moments où vous n'êtes pas forcément 24 sur 24 derrière les graphiques, le temps que votre cerveau essaye de mettre en place certaines automatisations, certaines logiques, comme j'aime bien dire. Et donc, dans l'idée, voilà un petit peu. Donc, vous allez voir que ce challenge, il a été réalisé exprès, parce que je sais qu'on a tous un profil différent, du temps qui est différent, on a des objectifs différents. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément obligatoirement un trading avec 10 positions à ouvrir dans la journée. Il y a plusieurs profils de trading qui sont différents et qui vont pouvoir coller de toute façon aujourd'hui à votre rythme de vie. Et donc, ça va permettre de vous adapter. Par contre, vous allez voir que du coup, évidemment, en fonction de votre profil, il va y avoir des stratégies un peu différentes et une vision en fait qui va être un petit peu différente. Bien, on est ici du coup sur le jour numéro 2 du challenge crypto trading, le soir numéro 2 plutôt. Il est actuellement 20 h et aujourd'hui du coup chaque élève du cours, donc je vais leur partager le lien dans le groupe Telegram comme d'habitude, afin qu'ils puissent nous rejoindre directement pour le live de ce soir. Aujourd'hui, ils ont eu accès à un cours spécifique. C'est un cours sur le profil de trading. Hey, bonsoir, bonsoir. Et de l'autre côté aussi, ça va nous permettre de comprendre dans chacune des personnes qui sont ici ce soir, qui est dans quel type de profil. Si vous avez des questions par rapport à ce cours, donc voilà, aujourd'hui c'était le cours sur les profils de trading. Est-ce que vous aviez des questions ou est-ce que tout était clair? Moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir en fait, parce que moi, mon métier c'est plutôt l'été en saison et je voulais savoir si c'est possible. Par exemple, l'été, j'aurais que 2 heures, donc ce sera plutôt daily trader. Mais est-ce que par exemple, sur une période de quelques mois, je peux devenir plutôt swing trader? Est-ce que ça se fait ou c'est vraiment pas la même technique et vaut mieux pas le faire? Ouais. Dans l'idée globale, il n'y a pas de problème quand tu as une certaine nécessité. Donc tu vas essayer d'amortir ça avec un petit peu de temps en avance. Ça veut dire si tu sais que pendant 2 à 3 mois, tu vas avoir moins de temps, alors à ce moment-là, essaye de bien switcher. La seule chose en fait, c'est que ça va complètement changer juste la vision que tu vas analyser, puisque initialement, tu vas définir ta tendance par rapport à l'unité de temps sur laquelle tu vas opérer, donc selon ton profil de trading. Et donc quand tu vas changer de profil de trading, tu vas changer d'unité de temps. Donc si ces derniers temps tu étais à fond et que tu voyais, je sais pas, une tendance baissière court terme, donc tu as commencé à chercher que du short, la seule chose qui va être un peu compliquée, c'est de changer ce biais psychologique dans ta tête pour te dire ok, maintenant je passe sur une vision un peu plus long terme. Est-ce qu'on est toujours en tendance baissière? Et surtout reset complètement les analyses que tu avais fait précédemment. Pas que tu t'entêtes dans du short alors qu'en fait sur une unité de temps plus importante on serait plus sur du long, tu vois. C'est la seule chose qu'il faut comprendre, quoi. C'est vraiment ce biais mental où il faut faire ce petit déclic et se dire ok là on va pas analyser les mêmes unités de temps, donc on n'est pas sur la même tendance et on n'est même pas sur les mêmes variations de prix, quoi. D'accord, merci. Merci. Moi j'avais une petite question finalement sur ce 85% et 15% où tu dis attends, où tu dis tiens le 15% faut être prêt à le perdre. C'est ça que tu dis finalement. Alors oui, c'est ça. Sur la partie trading, ce que j'explique, c'est qu'il faut être prêt à le perdre. Donc Christophe, du coup, excuse-moi. 85-15. Donc déjà, oui, tout à fait. 15% de ton capital, justement, que tu as en trading, il faut être prêt à le perdre. C'est normal. Quand on est trader, notre capital, il faut être prêt à le perdre. C'est quelque chose qui est logique. Dans l'idée, même l'investissement, même ton capital d'investissement, tu dois être prêt à le perdre. Ça ne veut pas dire que tu vas le perdre. Ça ne veut pas dire qu'il faut le perdre. Ça veut juste dire qu'il faut être prêt à perdre du capital, que ce soit en investissement ou en quoi que ce soit. À partir du moment où il y a du risque, donc à un moment où on veut gagner, n'importe lequel, plus on veut gagner gros, plus il y a du risque. Plus il y a du risque, plus on veut gagner gros, et ça c'est un ratio. Donc si tu veux diminuer ton risque, il faut que tu diminues les gains que tu cherches à obtenir.
Et alors donc, ça veut donc dire, si tu perds 15% un jour, si tu perds finalement ton capital de trading, pardon, ça veut dire que tu dois être prêt le jour d'après à reperdre 15% et Non. finalement à manger tout ton spot bag. Non, jamais de la vie. Alors justement, c'est pour ça que chacune de tes positions, tu dois jamais dans une journée ouvrir assez de positions pour pouvoir avoir la capacité de perdre 15%. Il faut que tu limites ton nombre de pourcents de pertes par jour. Il y a des jours que tu peux te prendre une raclée. Il faut pas que tu te dises, ah bah tiens, aujourd'hui je vais ouvrir 15%, enfin mes 15%, je les ouvre entiers. Il faut que tu joues avec ici quelque chose qui au maximum peut te faire perdre 0,5% de ton portefeuille, 1% à la limite de ton portefeuille par jour, grand maximum. Quand tu commences à dépasser, quand tu commences à dépasser un certain pourcentage de ton portefeuille, que tu dois te définir évidemment, mais à ce moment-là, il faut que tu coupes, hein. C'est pas ta journée et tu t'y remets, et il faut que tu réanalyses et comme ça tu te laisses la possibilité de pouvoir te reprendre tout simplement. Évidemment, on n'est pas au casino, ça veut dire on va pas avec 5000 € et on se dit ok ce soir je joue tout, c'est rouge ou noir et je gagne ou je perds. Non, il faut En fait, laisser le temps. Ce que je voulais dire Adam, je pense, c'est par rapport au 85-15, c'est surtout par rapport à une partie psychologique. C'est-à-dire que si tu es prêt à perdre 15% de ton capital d'investissement, enfin ton capital de trading, c'est plutôt que dans la tête, tu es prêt à être détaché de ton argent que tu aurais perdu. Donc en fait, tu vas régir plus comme un robot et en fait, tu vas être beaucoup plus objectif. C'est plus dans ce sens-là. Effectivement, on est capable de le perdre. Ouais. Oui. Et d'ailleurs justement, le 85% d'investissement que je vous ai expliqué hier, ça vous permet aussi d'alimenter votre back trading. Si malheureusement en ce moment le trading ça ne se passe pas très bien, des fois il y a des phases dans lesquelles c'est compliqué le trading. Donc si ça se passe pas très bien, il ne faut pas oublier que justement les gains d'investissement, le back spot, est là aussi pour pouvoir vous couvrir vos pertes de trading. Donc c'est aussi important de se dire qu'on fait ce découpage de 85-15 justement pour avoir le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur est important en trading, c'est pour ça encore une fois qu'on n'ouvre pas des positions qui ne nous laissent pas en ouvrir une deuxième. C'est vraiment pas le bon plan. Par rapport au levier, moi j'étais resté sur une base en fait où au-delà de x10, on était quasiment en danger. Donc ouais, tu veux que j'étaye un peu là-dessus. Alors, comme expliqué, les effets de levier ne changent absolument rien au risque que vous prenez, puisque ça va dépendre de où c'est que vous positionnez votre stop loss et de votre pourcentage que vous êtes prêt à perdre par position. Si vous mettez un effet de levier x100, mais que vous mettez un stop loss extrêmement serré, ben ça va pas vous faire prendre plus de risques qu'un effet de levier x10 avec un stop loss 10% plus loin, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'effet de levier, c'est uniquement une capacité de pouvoir augmenter votre bag, votre position de trading sans devoir y déployer le capital. Je vous ai expliqué la dernière fois, en tant qu'investisseur / trader, quand on a un peu des deux rôles, on dissocie les capitaux, mais ce qui est important de comprendre, c'est que cash is king. On a besoin de capitaux, on a besoin tout le temps d'avoir des liquidités. Et moi, sur mes positions de trading, j'ai pas envie d'avoir des capitaux qui sont bloqués en trading alors que je pourrais les avoir en spot qui travaillent pendant ce temps-là. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise des effets de levier pour augmenter mon bag avec moins d'USDT, je bloque moins d'USDT, mais je suis aussi plus prêt à perdre tous ces USDT là parce que j'augmente ma prise de risque par position tout simplement. Donc en gros, c'est juste ça l'idée, quoi. C'est que je suis prêt potentiellement, imaginons que si je mets, voilà, je vais mettre un truc petit entre guillemets 500, imaginons, et que dessus je travaille avec x50 en effet de levier, bah à ce moment là ça commence à me permettre de faire des beaucoup plus belles positions et pourtant je prends pas plus de risques que ces 500 € dans l'idée. Et moi de l'autre côté je peux les utiliser en spot, je peux les utiliser dans pas mal d'autres choses, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mettre en place ta stratégie, et ta stratégie elle est censée pouvoir s'automatiser. Donc quand tu vas faire ton analyse avec les différents cours que tu vas avoir là pendant ces 7 jours de challenge, bah, tu vas pouvoir au bout d'un moment avoir des confirmations et donc tu pourras en avance te dire ok, si le prix vient dans cette zone et que à ce moment là bah, il rebondit, imaginons, ça peut être un point d'entrée intéressant. Donc tu vas te mettre une alerte. Tu sais, une alerte, c'est un petit bip, ça t'envoie un mail ou n'importe quoi pour te dire ok, le marché est revenu dans cette zone. Et là, tu vas venir poser tes fesses sur la chaise et tu vas te dire ok, maintenant peut-être que ma session de trading va débuter. Mais avant ça, ça te sert à rien. Avant que tu arrives dans des zones qui sont intéressantes, avant que tu arrives dans des zones de confluence, ça sert à rien. Sinon, tu vas juste fournir en liquidité le marché comme la majeure partie des gens, tu vois. Et bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour numéro 3 de ce challenge crypto trading.
Je suis très content de pouvoir vous retrouver ce soir. Je vais également retrouver évidemment les membres du challenge. Ça va être un sujet assez intéressant puisqu'on s'attaque enfin à la partie pratique du côté réellement des graphiques. Ça va être définir la tendance. On va voir avec eux ce soir comment est-ce qu'on définit une tendance selon son propre profil de trader, puisque hier on a vu ensemble définir son profil de trader. Donc il est très important de savoir sur quelle unité de temps opérer et surtout quels sont les indicateurs slash indications, on va dire, pour nous permettre de nous repérer dans la tendance. Car vous le savez, ce qui est très important pour un trader, c'est toujours d'être dans le sens de la tendance. Donc pour ça, il faut savoir la définir. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on se retrouve. Il est actuellement 19h31. Le live démarre à 20h. Normalement, je vais retrouver d'ici quelques minutes Mathieu pour lui faire un petit brief sur le cours de ce soir, puisque on a divisé, ça y est, le groupe en deux plus petits groupes afin que j'en gère une partie et que Mathieu en gère une partie également. Et donc ce soir, je retrouve Mathieu normalement d'ici quelques minutes afin de lui faire un petit brief, lui expliquer qu'est-ce qu'on souhaite voir ce soir sur le live et voilà, faire en sorte que tout se passe bien et qu'on puisse directement prendre les troupes avec nous et aller essayer de chercher clairement des résultats et surtout leur permettre de bien comprendre le cours, bien l'assimiler et faire en sorte de pouvoir définir une tendance. C'est le point numéro 1 de l'intégralité de la stratégie de trading professionnelle qu'on leur partage dans le challenge Crypto Trading, et comme vous le savez, ils sont tous complémentaires, donc le point d'aujourd'hui est aussi important que le point de demain, qu'après-demain, etc., etc. Donc, on se retrouve juste après avec Mathieu, on va faire ce petit brief, et ensuite, 20h, le live directement, on va voir tout ça, à tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que voilà, en range, et pour eux aujourd'hui, qui sont plutôt dans un aspect débutant, évidemment, on va éviter pour eux hein, qui partent dans du trading de range, donc c'est pour ça qu'ils doivent apprendre à désigner, entre guillemets, et leur expliquer voilà, qu'une tendance, nous, on cherche à définir la tendance ce soir, donc quand on trouve un range, bah on a défini que c'était un range, donc on sait qu'on n'est pas en tendance, donc c'est pas là où il faut commencer à prendre des positions ou quoi que ce soit. Donc tu leur montres bien une tendance bien dessinée, que ça rebondit sur la trend et que si à un moment ça la franchit vraiment à la baisse, il y a des ou alors même après une consolidation, si on la franchit vraiment à la baisse, il y a des probabilités qu'on entre dans une tendance baissière. Et donc du coup voilà, en gros comme dit, EMA 89 et à ça on y ajoute les double bottom et les M-top. Ouais, donc, les double pour confirmer, tu leur dis que ça augmente les probabilités de réussite. Ouais. Que une cassure de MA 89, ok, mais il faut qu'elle soit confirmée avec des double bottom pour montrer qu'on est bien dans une reprise de dynamique haussière. Et évidemment, sur les cassures baissières, pareil, bah, dès qu'on commence à dessiner du M, bah, c'est un moment. Surtout si on commence à faire des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Enfin voilà, on peut commencer à mettre une petite notion, on va dire, de tendance haussière en mettant justement ce genre de top et de bottom qui sont plus hauts, plus bas. Voilà, exact. Avec des petites chasses de liquidité en haut, en bas, en fait, en fonction, sans parler des chasses de liquidité un peu anarchiques. Pas de souci. Bah écoute Mathieu, je vais me préparer moi aussi du coup de mon côté. Je te souhaite une agréable session. On se fera peut-être si t'as le temps ou pas un petit débrief ce soir ou sinon demain. Et puis, pas de problème. Et puis voilà, comme dit, de toute façon, tu sais Mathieu, j'ai 100% confiance en toi, donc tu vas aller avec toi. Allez, bah à tout à l'heure. Allez à toutes, ciao ciao. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va tout le monde, ça va? Oui, très bien. Une belle soirée, un bon dimanche. Pas de questions, tout clair. Était assez clair. Si une question par rapport à la MA 89. Ouais. Le fait que ce soit 89, c'est un indicateur que tu as mis au point toi par rapport à la période ou c'est quelque chose que tu as appris Ouais. Ah, très intéressant. Alors, sur le marché crypto-monnaie, le MA89 de base, c'est une moyenne mobile qui peut déjà être utilisée, mais très peu l'utilisent tout seul. Vous avez déjà sans doute vu le ruban de moyenne mobile. Bah, le ruban de moyenne mobile, en fait, il est composé de 6 ou 7 moyennes mobiles différentes. Et sur ces 6 ou 7, il y a la toute dernière qui est le MA89. Et moi, de base, j'utilisais le ruban de moyenne mobile dans son intégralité pour jouer en tant que support, en tant que résistance, pour essayer de surfer sur les dynamiques. Et en fait, je me suis rendu compte que le vrai impact de tendance, donc vraiment un changement de tendance, que ce soit haussier ou baissier, il se jouait réellement sur le MA89. Ça peut arriver très souvent qu'on enfonce l'intégralité du ruban, mais que le MA89 soit le dernier support, le dernier rempart et qui puisse permettre un rebond. Et donc avec l'expérience, à force de voir que le MA89 pouvait avoir ce type de réaction sur le prix, j'ai choisi en fait de l'utiliser en tant que validateur pour la dynamique, justement, parce que je sais que quand elle est cassée, là il n'y a plus vraiment de questions à se dire, c'est qu'on est sans doute en tendance baissière, enfin ça dépend de l'unité de temps encore une fois sur laquelle on opère, mais et quand à l'inverse elle est tenue, et bien souvent ça peut être intéressant de se dire ah bah tiens en fait on tient la dynamique et donc on est sur le dernier rempart, mais quand
lui tient, la dynamique continue et donc on peut poursuivre le mouvement. Donc voilà pourquoi la 89. Et du coup 89 périodes, c'est aussi cool de se dire que ça permet d'avoir une validation de dynamique qui est plus long terme, qui est plus intéressante. Parce que si on prend sur les 10 dernières périodes, 15 dernières périodes, ça reste restreint, on n'a pas encore assez de data réellement pour essayer concrètement de se dire là la dynamique a changé. Donc c'est pour ça à 89 périodes, ça permet de laisser le temps. Et c'est voilà, une zone avec l'expérience que je travaille souvent. Moi j'ai une question du MA 89, 89, mais quelle que soit la période de temps, est-ce que quand on est sur des périodes de temps plus courtes, on réduit aussi, on va passer de MA 89 à MA, je sais pas moi, 50 ou autre ou... Non. On garde toujours le MA 89. En fait, ça va pas changer dans l'idée globale de l'unité de temps que tu vas utiliser. Parce que si toi, aujourd'hui, tu es day trader et que tu veux une information, on va dire, sur une dynamique sur les jours / semaines à venir, alors à ce moment-là, le MA 89, elle te donnera cette information en daily, à savoir si tu es en dynamique haussière ou en dynamique baissière, et également en 4 heures. Maintenant, si toi, tu veux des informations plus court-termistes, donc tu veux vraiment plus aller chercher la dynamique court terme, peut-être en 1 heure, bah, le MA 89, elle conservera son information impertinente parce qu'elle te donnera cette information par rapport aux 1 heure. Donc toi, ton objectif, c'est de comprendre que le MA 89, peu importe l'unité de temps sur laquelle tu vas l'utiliser, elle va te partager une dynamique, que ce soit une dynamique haussière si on la conserve bien, ou une dynamique baissière si on ne la conserve pas. Et puis après, il y a encore la troisième type de dynamique qui est la consolidation, si évidemment on commence à passer dedans comme dans du beurre, quoi. Ok. Et ça d'ailleurs il faut que je vous le montre encore après en partie pratique parce que c'est encore quelque chose de très important. Je vous avais expliqué la dernière fois que le trading range c'est complètement différent du trading de tendance. Nous on cherche que les tendances aujourd'hui, surtout vous. Vous allez voir, ça va vous permettre d'augmenter vos probabilités de réussite. Et étant donné qu'on est très peu souvent en tendance, je vous avais dit 30-35% du temps, tout le reste c'est du range, bah, il faut aussi apprendre en fait à déceler un range, à voir quand est-ce qu'il y a une consolidation sur le marché pour ne rien faire ou pour attendre, pour observer. Observer c'est aussi trader comme je vous l'ai déjà dit, quoi. Et Adam, finalement, donc là, on est tous daily ce soir, je crois. À peu de choses près, je crois. Tu nous avais dit donc il fallait prendre donc du 1 jour, 4 heures et 1 heure sur les périodes de temps. Mais finalement, là, quand tu... Enfin, je ne sais pas s'il faut qu'on passe de daily à 4 heures à 1 heure pour les analyses qu'on doit faire pour ces tendances et ces dynamiques. Mais là, j'ai fait le test tout à l'heure sur des courbes. Finalement, quand tu passes de 1 jour à 4 heures à 1 heure, tu n'as plus du tout les mêmes, t'as plus les mêmes conclusions, quoi. Ah bah T'as oui, plus les mêmes conclusions, donc il faut quoi? Il faut faire ces analyses juste sur 1 jour et on s'y tient, ou alors il faut aller faire des allers-retours entre 1 jour, 4 heures et 1 heure. Alors ça, normalement, soit vous l'avez déjà eu dans un des cours, soit c'est soit je vous le dis de toute façon dans un des cours qui suit. Mais en gros, l'objectif, je crois d'ailleurs que c'est dans le dernier cours, c'est dans ma routine de trader. En fait, le plus important, c'est d'aller confirmer sur l'unité de temps la plus importante de votre vision à vous. Parce que c'est elle la réelle dynamique en fait. Plus on est sur l'unité de temps importante, plus on a la vraie dynamique de fond. Donc vous, si votre unité de temps la plus importante c'est daily, c'est important d'aller tout de suite regarder en daily dans quelle dynamique est-ce qu'on se trouve. Si on est en tendance haussière, vous allez devoir chercher de la tendance haussière. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre en 4 heures pour confirmer que c'est toujours intéressant de chercher de la tendance haussière. Et ensuite, une fois que vous allez confirmer le 4 heures, vous allez descendre en 1 heure pour confirmer que là encore, en 1 heure, c'est intéressant de toujours avoir la même dynamique que vous aviez en daily. Mais votre unité de temps la plus importante, de base, c'est elle qui fait office de foi. Donc si vous voyez une réelle tendance haussière en daily, mais qu'en 4 heures ou en 1 heure, ça commence à un peu changer, c'est que de loin ou de près, la demande est en train d'être testée. Soit on va assister à un changement de dynamique et donc ça s'instaure d'abord dans les petites unités de temps, soit au contraire, on est juste sur un retest d'une certaine zone et donc à court terme, en fait, vous allez toujours conserver la tendance haussière. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est réellement de regarder sur votre unité de temps la plus importante et plus vous descendez, plus vous cherchez de la confirmation. Et si en descendant, vous n'avez plus de confirmation, alors à ce moment-là, c'est là où il faut vous dire qu'il faut prendre du recul et faire une analyse un peu plus poussée. Ou alors dire qu'il va vous falloir 2 à 3 jours pour voir ce que le prix va faire. Parce que ça aussi, des fois, il faut qu'on voit ce que le prix va faire dans des unités de temps plus courtes pour nous assurer si on cherche un changement de tendance ou un changement de dynamique sur une unité de temps plus importante ou si pas du tout et on est juste à court terme dans des petites fluctuations de prix comme il peut y en avoir un petit peu tout le temps, tu vois. D'accord. Et quand on s'éloigne vraiment de la ligne de coup, de la MA89 en fait, par exemple, comme aujourd'hui si on regarde en daily le graphique du Bitcoin, par exemple, on s'aperçoit qu'on est quand même assez décorrélé de la MA89. Ouais. Du coup, est-ce qu'on va chercher la consolidation la plus proche de la MA89 ou
en se disant qu'on va courir après le prix, ou alors on calme le jeu, on se dit non, tant qu'on n'a pas recassé la MA89, on... Alors, l'objectif, c'est pas d'essayer je peux te dire ça, pas d'essayer de présager ce qui va se passer, d'accord. Même si on sait que quand on est très loin de l'EMA89, il y a la possibilité qu'on y revienne, il y a plusieurs possibilités d'y revenir. Soit un retracement direct, et on va le chercher directement sans problème, soit on peut se mettre à latéraliser, et le MA89, elle va monter petit à petit, et elle va revenir au-dessus du prix. Donc dans l'idée, là encore, on pourrait se faire tromper. C'est ce que les whales aiment, c'est qu'il n'y a rien de réellement, avec un seul validateur, il n'y a rien de 100%, de probabilité de réussite. On est toujours sur des probabilités, et on essaye de tendre vers le 100%, même si on l'atteindra jamais, mais impossible de l'atteindre. Donc du coup, c'est pas uniquement sur ce principe-là qu'il faut essayer de se baser. Maintenant, la seule chose qu'il faut quand même comprendre, ce qui est important, c'est que le MA89 et le prix, c'est un peu comme un élastique qu'on va tirer. Plus on va l'étendre, plus on va le tendre, plus il va y avoir du coup une différence entre le prix et la moyenne mobile 89 périodes par exemple, et plus évidemment il y a des probabilités qu'on ait besoin de revenir, d'accord. L'élastique, plus tu le tires, à un moment il pète, bah, il revient directement à lui-même. Donc dans l'idée globale, oui, on a dans la majeure partie des scénarios la nécessité à un moment, quand on s'est trop éloigné, d'y revenir. Mais comme je l'ai dit avant, deux possibilités, soit grosse latéralisation, le MA89 rattrape, soit on retrace et on vient chercher le MA89 directement. Et quand on regarde les bottoms et les tops, c'est quoi la partie de la chandelle qu'il faut regarder pour affiner ces bottoms et ces tops? C'est les bouts de chandelle, là, c'est les mèches. Il faut aller voir jusqu'aux mèches, ou alors il faut se limiter finalement à la chandelle elle-même? Alors initialement, on prend les clôtures, ça veut dire qu'on va prendre plutôt le corps de la bougie et non pas la mèche. La mèche, elle va servir pour il y a plusieurs choses qui sont possibles en trading au niveau de la mèche, mais c'est pas elle qui va te donner une confirmation. C'est pour ça que quand tu veux une confirmation, pour n'importe quelle cassure d'une zone, il faut toujours attendre que le corps de bougie clôture au-dessus de la zone en question. Si c'est une seule mèche, alors à ce moment-là, attention, ça peut être une simple chasse et finalement on pourrait aller dans le sens inverse. Donc les mèches, elles sont pertinentes pour d'autres choses qu'on va pas rentrer en détail ce soir, ça va rendre les choses un peu trop complexes, mais dis-toi que pour avoir des vraies validations, le corps de la bougie est plus important et plus intéressant que la mèche en elle-même. Donc du coup, comme expliqué, donc là on est en daily, j'ai affiché uniquement le MA89 période, c'est tout ce qu'on veut voir ce soir. On va prendre un premier temps pour voir un petit peu comment évolue, comment fonctionne cette MA89 période. Donc comme l'a bien dit tout à l'heure Mike, il est vrai qu'on a une belle distance actuellement. Donc du coup, j'en reviens à mes moutons. Donc comme vous l'avez vu, du coup, il est vrai qu'actuellement, le prix est loin de l'EMA89. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, vous me connaissez, vous voyez un peu ce que je dis. Selon moi, même si le prix peut toujours continuer à pousser, il faut rester très prudent. C'est pas du tout une zone d'achat parce qu'on est trop loin de cette EMA89. Donc encore une fois, deux possibilités. Le prix se met à consolider, le MA89 passe en dessous et donc on s'en rapproche à nouveau, c'est super. Donc à ce moment-là, on pourra de nouveau potentiellement garder une dynamique haussière. Deuxième possibilité, on se met à retracer, on vient directement la chercher et on verra ce qui s'y passe. Soit on rebondit dessus et c'est cool et on met des W et on repart à la hausse, soit malheureusement, eh bien, on l'attaque et donc là, à ce moment-là, si on met du M et une cassure de l'EMA89, bon, vous l'aurez compris, la dynamique sera baissière. Ici, on est en daily, donc c'est aussi une dynamique qui sera baissière pour du plus long terme. N'oubliez pas, le daily, c'est ce qu'on appelle du moyen terme. Ça peut nous offrir des analyses sur plusieurs semaines, même plusieurs mois, en fonction d'à quel point vous dézoomez sur votre graphe. Donc du coup, on regarde un petit peu comment est-ce que ça se passe. Donc là, exemple typique d'une consolidation, chose que vous devez absolument comprendre. C'est un peu le seul cas typique qui diffère et qui ne va pas vous permettre d'utiliser le MA89 comme on l'utilise d'habitude, c'est la consolidation. Donc là, vous voyez, on a assisté à une consolidation. Donc le prix vraiment a latéralisé, il est resté dans les mêmes bornes. Et vous voyez que le MA89, en fait, elle n'a pas pu jouer de rôle du tout. Elle jouait ni une résistance, ni un support. Vous voyez ici, on la traverse, ici on la traverse, ici on la retraverse, donc c'est vraiment du beurre. Donc là, en consolidation, les zones, que ce soit des zones de support, des moyennes mobiles, tout ce que vous voulez, la plupart du temps en consolidation, les règles de la consolidation sont les règles de la consolidation. Donc si vous voulez essayer de trader, donc comme moi je vous donne des stratégies pour trader la tendance, eh bien il va falloir rester dans la tendance. Quand c'est du range, c'est encore un trading complètement différent. Et en plus de ça, comme expliqué, le range, la consolidation, la majeure partie du temps, c'est les sharks, les requins,
ils débranchent, ça veut dire ils n'ont plus envie de trader, ils vous laissent des robots et vous vous battez contre des robots. Donc c'est pour ça que le range aujourd'hui, pour les débutants, je préfère vous dire de ne pas trader dans le range et de plutôt essayer d'observer le range, d'observer ce qui s'y passe et de voir à un moment s'il peut y avoir une cassure ou s'il peut y avoir une opportunité pour vous à saisir. Donc du coup, comme expliqué, dans un range, il faut essayer de comprendre quand est-ce que le prix plutôt est en latéralisation pour comprendre du coup que le MA89 ne jouera pas un rôle très important. La majeure partie du temps, c'est assez simple, regardez ici, on s'est décorrélé de le MA89 et on voit que le prix il n'arrivait plus à faire des nouveaux plus hauts. Donc on n'est jamais revenu chercher le nouveau plus haut, ça pouvait marquer un départ de range. Et vous voyez que le MA89 elle est passée en dessous du prix et ensuite on voit qu'on a commencé clairement à jouer autour d'elle. Donc plus vous voyez le prix jouer autour de le MA89 sans prendre de réelles décisions, plus vous avez de probabilité qu'on soit en fait tout simplement dans un range. Donc ça c'est la chose que vous pouvez prendre en compte. Maintenant vous voyez qu'on peut clairement se décorréler d'un range, de le MA89 comme on avait pu le faire ici. Donc là, tac, le beau petit double bottom, reprise. Donc là ici vous voyez c'était clairement noté et écrit. On a eu ici cette consolidation, donc là, tac, on a la consolidation. On aurait pu se dire ok, on a notre zone de résistance, notre zone de support ici en dessous. La consolidation, le double bottom, reprise de le MA89 et dès lors qu'on était sorti du range, on aurait pu se dire ok tiens, il y a une position assez importante et surtout assez intéressante à pouvoir essayer de prendre. Donc vous voyez que du coup qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ce double bottom? On s'est éloigné de le MA89 très loin. Et ensuite, on est de nouveau rentré dans une consolidation. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu au contact de l'EMA89. Donc vous voyez, on revient tout le temps au contact de cette EMA89. C'est ce que je vous expliquais. Les gros, pour moi, ils utilisent le MA89 comme un validateur de dynamique. Quand est-ce que la dynamique reste haussière? Quand est-ce que la dynamique est en train de changer? Le MA89, à mon avis, eux aussi l'utilisent de cette manière. Parce que vous voyez ici, c'est chirurgical, on revient dessus. Et soit, évidemment, le rebond est là. Et donc à ce moment-là, on confirme la poursuite de la dynamique. Soit on l'aurait travaillé et peut-être qu'on aurait du coup démarré une dynamique baissière. Mais vous voyez que c'est toujours un des derniers remparts. Et plus à un moment donné, on s'éloigne de cette zone, donc plus la performance haussière est importante, plus les probabilités de revenir la tester à un moment donné, de toute façon, seront là en fait, seront à prendre en compte. C'est exactement la même chose, c'est pas pour rien, ça marche dans les deux sens, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là ici, on était donc là-bas en tendance haussière, au-dessus de le MA89, et là on a commencé à avoir du mal. Regardez, on a fait, alors je vais peut-être zoomer parce que c'est vrai que depuis avant je suis tout loin comme si tout le monde voyait comme moi, mais pas forcément. Donc du coup ici vous voyez, à ce niveau-là, on avait commencé à faire une vraie hésitation. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché à défendre le MA89. Vous voyez ici, on a fait des bottoms de plus en plus haut. Par contre, les tops, ils étaient difficilement de plus en plus haut. Ils étaient vraiment proches. Donc on a eu du mal à s'éloigner de le MA89. Et à chaque fois, elle nous rattirait à elle. Donc ça aussi, c'est un signal. Si l'aimant commence à nous montrer qu'il est plus facile pour le prix de revenir sur le MA89 alors qu'on est censé à tendance haussière plutôt que de s'en éloigner, ça montre souvent qu'on n'a pas la force nécessaire. Et là, ça ne trompait plus. On a fait un premier M. Ensuite, on est venu dessus, deuxième rebond, on n'a toujours pas réussi, on a renfoncé. Et ensuite, depuis qu'on est passé sous le MA89, et vous voyez que ici, elle va jouer sa zone de résistance tout le temps. Ici, tac, on se fait rejeter, tac, on se fait rejeter. On rebondit ici, on essaye de la passer, on n'y arrive pas, M-top, on revient de nouveau en dessous. Donc vous voyez ici clairement, le MA89, elle joue sa zone de résistance à pic et surtout, on y revient souvent. Ok, on est dans ce jour numéro 3 du challenge crypto trading, c'est sans doute le jour numéro 4, mais je parle du troisième jour du coup de partie pratique. Aujourd'hui, avec les membres, on va aller directement voir deux points majeurs qui constituent la stratégie de trading professionnelle, qui va être la validation par la localisation et la validation par le momentum. La localisation, on utilise Fibonacci, le momentum, on utilise le RSI. Et je vais vous montrer un petit peu les coulisses de ce live, de ce jour numéro 4, pour cette partie pratique. Donc je vais envoyer le lien directement et les membres vont nous rejoindre. C'est parce que je suis en fait impatient et du coup je me dis sur des time frames comme du day, on peut attendre longtemps avant que ça repasse d'un côté ou d'un autre en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu peux attendre pas mal de temps en daily, évidemment. C'est ce qui fait que plus tu vas aller dans des unités de temps importantes, plus les signaux vont être très forts, plus les signaux peuvent te permettre de grandes amplitudes. Ça veut dire qu'en daily, certes, tu vas attendre très longtemps avant d'avoir une position, mais quand tu vas la prendre, tu vas avoir une amplitude bien plus importante. Imaginons qu'on vienne en zone de surachat, que tu tentes un short, en fait l'amplitude c'est du
30-25%, tu vois. Donc c'est une grosse amplitude, ça peut vraiment rapporter gros avec une belle position. Là où à l'inverse, si tu fais la même chose en 15 minutes, l'amplitude, ça va peut-être être 2, ça va peut-être être 3%. Donc évidemment, ça va pas t'offrir le même gain par position. Donc c'est ça aussi qu'il est important de comprendre, c'est que plus tu vas dans les unités de temps importantes, plus tu vas devoir être patient, tu vas être vraiment un sniper qui va attendre la position jusqu'au moment où elle sera là. Mais quand elle sera là, elle va te faire un peu moins de faux signaux parce que tu es dans une unité de temps importante. Et en plus de ça, elle va t'offrir une amplitude plus importante. Donc c'est pour ça que il y a encore une fois cette notion de tous les profils de trading peuvent faire de l'argent. Et ça change absolument rien d'être scalper, day trader, même si on prend moins de positions. De l'autre côté, il y a, comme toujours, il y a à la fois des bénéfices, à la fois des malus. En day trader, les bonus, on va dire, c'est l'amplitude, hein, c'est les mouvements. Et c'est aussi le fait qu'il y ait moins d'invalidation, il y ait moins de faux mouvements, tu vois. Et par rapport au double bottom et au double top, est-ce qu'on peut faire une lecture sur le RSI directement ou alors il faut quand même mieux rester, enfin il faut rester sur le graphique de départ pour analyser ces double top et ces double bottom? Ouais. Très bonne question. Alors le RSI c'est un indicateur de momentum, ça veut dire que lui il te partage la force dans le mouvement. Il va donc avoir des réactions qui peuvent être soit avant, soit après le prix. Mais souvent, majoritairement même, il va te partager des informations avant que le prix lui ne réalise réellement ce qui se passe. Maintenant ça reste qu'une anticipation, ça veut pas dire non plus qu'il va forcément retracer. Le momentum en fait, vu que c'est la force dans le mouvement, si lui se met à retracer, il ne faut pas oublier que le prix ne veut pas dire qu'il va retracer parce qu'il peut consolider, récupérer de la force via une consolidation. Donc il n'a pas la nécessité forcément de devoir suivre exactement ce que fait l'indicateur de momentum. Donc c'est sur ce principe-là où il faut faire attention et c'est pour ça que juste un mouvement de RSI ne te donne pas de validation, tu vois. Donc c'est plus intéressant d'essayer initialement d'acheter, on va dire, la zone d'essoufflement vendeur et de vendre en zone d'essoufflement acheteur. De base initialement, si tu peux faire ça comme ça, c'est la meilleure manière de faire initiale. Après évidemment, si la zone de neutralité elle ne tient pas, tu peux aussi essayer de sortir de position. Mais si tu commences à vouloir essayer justement d'anticiper ce que le RSI va faire pour anticiper ce que le cours va faire, la majeure partie du temps quand tu es plutôt débutant et que tu n'as pas encore vu tous les cas possibles du RSI, du marché et de l'unité de temps sur laquelle tu travailles, tu risques plutôt de te planter, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit peu sur les graphes. On va voir du coup un peu Fibonacci, on va voir le RSI, on va voir comment est-ce qu'ils peuvent impacter le cours. Ok, bon, on est ici sur le Bitcoin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu actuellement. Pourquoi pas, c'est peut-être le mieux, c'est de regarder directement ce qui se passe maintenant. Donc là, vous le savez, ça on l'a mis en place ensemble, je vous ai montré dans le cours, la fameuse zone rouge et la fameuse zone verte. Qui sont repris du ratio long short. Donc beaucoup voulaient absolument cet indicateur de ratio long short. Donc là, j'ai voulu vous montrer exactement comment vous pouvez le répliquer à quelques petites choses près, mais ça ne change pratiquement rien. Donc vous voyez par exemple ici, on est en 15 minutes. Donc en 15 minutes, on voit qu'on est revenu dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc les acheteurs manquaient de souffle depuis le retour dans cette zone. Donc ça s'est vu sur le prix et ça se voit. Regardez ici, on n'avait plus d'énormes convictions. C'était assez compliqué à ce niveau-là de réussir à monter. Donc là, on a fait un peu à chaque fois des petites dents de scie. Donc ça, c'est clairement, j'ai envie de dire, le pire moment ici pour essayer d'ouvrir sa position parce qu'à chaque fois, la dent de scie, elle va venir liquider énormément de monde. Donc vous voyez qu'ici, ça n'a pas loupé actuellement. C'est en ce moment même. On va voir un petit peu maintenant jusqu'où ça va retracer. Mais en tout cas, le retour en zone d'essoufflement acheteur ici n'a pas loupé. Pour l'instant, c'est les vendeurs qui sont en train de repousser le prix. On voit qu'on est en train de travailler la zone de neutralité. Donc vous voyez également que pour l'instant, en 15 minutes, on a une réaction aussi du prix. Donc ça montre exactement qu'on est en train de retester la demande, la zone de neutralité qui est là pour retester la demande. Si le mouvement haussier est sain et qu'il a assez de force, alors normalement, il est censé tenir ici cette zone de neutralité, du moins en 15 minutes. Donc comme d'habitude, c'est à vous de regarder par rapport à l'unité de temps sur laquelle vous allez trader. Et encore une fois, plus l'unité de temps est courte, plus l'amplitude va être courte. Donc il vaut mieux des gros signaux dans des unités de temps importantes que des petits signaux dans des unités de temps faibles. Donc là, en gros, on travaille la zone de neutralité. Donc ce qui va sans doute se passer, c'est qu'il va y avoir une petite hésitation du prix. On va voir, ça peut arriver évidemment qu'on transperce directement. Vu que c'est une unité de temps courte, ça arrive. Et donc on arrivera directement ensuite en zone d'essoufflement
vendeur à ce moment-là. Donc là, on voit qu'on est en train de revenir tester aussi une zone qui est de support. Donc ça montre bien que la zone de neutralité, elle est ici également, en fait, la ligne de coup du W. Regardez ici. Donc là, on est venu mettre en place un double bottom. Et bien ici, on a la ligne de coup. Et on voit qu'on reteste ici en même temps la ligne de coup qu'en même temps que la zone de neutralité. Donc vous voyez que les zones dures, en fait, qui sont donc des supports, qui sont des résistances sur un graphique, en fait, elles sont directement matérialisées par les zones, on va dire, de force dans le mouvement. C'est là où, justement, les acheteurs doivent se montrer, parce que s'ils ne se montrent pas, alors les vendeurs vont récupérer la main. D'accord? Vous avez compris maintenant, tout ce qui se passe entre la zone de neutralité et au-dessus, c'est dominé par les acheteurs. Tout ce qui se passe entre la zone de neutralité et en dessous ici, c'est dominé par les vendeurs. Donc pour pouvoir essayer de faire en sorte que les acheteurs reprennent la main, il va falloir ici repasser cette zone afin que les acheteurs reprennent la main. Donc il faut de nouveau repasser dans une dominance acheteuse. A l'inverse ici, du mouvement où on vient corriger, et bien là ici, il va falloir casser la zone de neutralité pour que les vendeurs ici commencent à reprendre la main. Donc c'est pour ça que la zone de neutralité joue un rôle important et qu'elle joue vraiment ici une zone de pivot, quoi. Donc vous allez être beaucoup plus un sniper, comme je l'ai dit avant, toujours à la chasse, à attendre l'opportunité parfaite. Parce que quand vous allez avoir les 5 validateurs, c'est là où clairement vous allez pouvoir avoir ici de fortes probabilités de réussite sur votre trade. Donc c'est la raison pour laquelle c'est pas du tout ici qu'on achète. Une fois qu'un mouvement est une tendance haussière a été initiée, nous on achète un retracement. Donc les retracements maintenant, c'est le moment où je vais pouvoir un peu l'introduire, c'est Fibonacci. Donc Fibonacci ici, donc je me mets en daily, je vais mettre par exemple le Fibonacci là du mouvement entier qu'on a réalisé depuis le début du bull run. Donc là j'ai ma garage zone, moi il faut que je le mette hop comme ça. Donc non. Ok. Donc là ici j'ai tracé donc mon Fibonacci. Vous voyez que là c'est sur le mouvement intégral du bull run entier. Donc là ce serait vraiment violent d'avoir ce type de retracement. Et ensuite je vais également prendre le retracement du mouvement précédent mouvement ici, donc du précédent mouvement haussier qu'on est venu mettre en place à ce niveau là. Donc ce qui se passe c'est qu'on voit que là ici si je devais essayer d'acheter, je n'achèterais pas évidemment puisqu'on est en plein mouvement haussier. Donc comme je vous ai dit, j'attendrai un retracement. Donc soit il a lieu maintenant et donc j'attends de voir la réaction sur les 0.382. Ensuite je vais aussi afficher les 0.5 parce que je vous en ai parlé dans le challenge, voilà. Donc je vais attendre la réaction sur les 0.382, sinon je peux attendre la réaction sur les 0.5 et ensuite vous le savez, la zone de rechargement acheteuse, d'accord? Donc ça c'est si dans le plus beau des mondes on commence à retracer maintenant. Maintenant évidemment si on continue de pousser, rien n'empêche qu'on continue de pousser, à ce moment-là c'est pas grave, je continue de regarder le mouvement et je continue de monter à chaque fois mon Fib sur les nouveaux plus hauts, jusqu'au moment où le retracement va débuter. Et donc si le retracement débute, à ce moment-là, je vais attendre le retour 0.382 et on va voir ce qui s'y passe. S'il y a une réaction acheteuse dessus et que je vois que vraiment ça commence à tenir, qu'on voit des petits W se mettre en place, je vais pouvoir acheter. Et donc au lieu d'acheter maintenant, finalement j'achèterai ici, vous voyez, 15% plus bas. Malgré le fait que j'aurais pu me positionner et être un tout petit peu gagnant. Donc c'est la raison pour laquelle ici il faut comprendre que c'est toujours un retracement qu'il faut qu'on achète. Ça permet également en plus de ne pas acheter à un moment où les vendeurs justement ont plus de force que les acheteurs. Nous on veut toujours être dans le sens des whales, dans le sens de la force. Donc on veut toujours être avec les acheteurs. Quand les acheteurs sont essoufflés, on ne veut pas être avec eux. Quand les vendeurs sont essoufflés, on ne veut pas être avec eux. On veut toujours être avec celui qui pète le plus la forme, celui qui a le plus d'énergie, celui qui va être le plus à même de pouvoir justement continuer un mouvement. Donc ça, c'est dans le meilleur des mondes, si on touche les 0.382 et que ça fonctionne. Maintenant, évidemment, on peut venir les toucher et finalement les enfoncer. Donc là, il va falloir qu'on regarde les 0.5. Donc là aussi, je vais vous l'afficher. Donc là, on va voir les 0.5. Donc les 0.5, évidemment, je vous en ai parlé, c'est un retracement de la moitié du mouvement précédent. Donc ça peut arriver très souvent, hein. Imaginez que vous fassiez un bond de 2 mètres, ça arrive que de l'autre côté, vous ayez besoin d'un mètre, de faire un pas en arrière peut-être, pour reprendre du souffle et ensuite pouvoir vous relancer à nouveau. Là, c'est la même chose dans un mouvement. Donc ici, en fait, on est venu faire une performance ici, imaginons de 20%, on a besoin de retracer de 10 pour pouvoir justement récupérer de la force. Ok,
Donc les 0,5 c'est aussi une zone qui peut être assez intéressante. Là pareil, on regarde toujours, est-ce qu'on met en place toujours des M et donc on continue le mouvement baissier, ou est-ce qu'on commence à mettre en place des W? Là encore, si on met en place des W, on va essayer de chercher des positions d'achat, et si on n'en met pas, eh ben on attendra ici le retournement dans la zone de rechargement acheteuse. Ok? Donc c'est ces zones-là ici qu'il faut vraiment attendre, et c'est aussi ce que vous devez absolument comprendre, c'est que vous en tant que trader, si vous voulez augmenter vos probabilités de réussite, vous devez toujours, quand vous cherchez des positions d'achat, attendre un retracement, d'accord? Un retracement, c'est lui qui vous permet de vous positionner de manière intelligente, c'est lui qui va vous permettre de vous positionner aussi, comme je l'ai dit avant, avec beaucoup plus de probabilité justement de pouvoir tenir le mouvement aussi dans lequel vous essayez de rentrer, que la tendance haussière puisse continuer. Ok, bon, on démarre un peu les préparatifs. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 4 techniquement. Je sais qu'hier, je me suis trompé en vous annonçant le jour numéro 4, mais c'est aujourd'hui le jour numéro 4. Aujourd'hui, on va traiter ensemble du coup la gestion du money management. Donc, je suis en train de préparer directement le live. Il démarre dans 3 minutes à chaque fois. Vous voyez que c'est toujours la course. Je termine tout ce que j'ai à faire dans la journée et ensuite, j'arrive. J'ai quelques minutes pour pouvoir préparer, essayer de vous faire l'intro. Donc aujourd'hui, journée numéro 4, très importante. Évidemment, le money management en trading, c'est le point le plus important. C'est celui par lequel je conclus le challenge, on va dire, en termes réellement d'informations pratiques. Puisque après, demain, techniquement, je leur partage ma propre routine de trading. Et ensuite, ils ont tout ce qu'il faut. Donc là, je suis en train tout simplement de créer le Google Meet, vous savez. Donc c'est un petit peu ce sur quoi on réalise notre petite réunion. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis tout simplement en train de le créer, je vais devoir le partager dans le groupe évidemment, tout le monde va nous rejoindre. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que je vais faire tout ça, je vais faire la préparation, je vais envoyer directement le lien à chaque membre et ensuite je vous retrouve directement avec les membres. Bien, je viens du coup d'envoyer le lien aux membres, ils vont nous rejoindre petit à petit. Et comme d'habitude, ce soir, on va traiter le point du jour. Ça va être du coup le money management. C'est un point extrêmement important. Alors, dans l'idée, j'ai envie de dire la majeure partie ont été déjà partagés, étant donné qu'ils ont été partagés dans le cours. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions. Et ça va être un live un peu plus court parce que moins de pratique. Là, on est plus sur quelque chose de théorique. Bon, du coup, aujourd'hui, c'était un cours un petit peu plus... un peu plus théorique, on va dire, la gestion du money management, même si évidemment ça reste de la théorie dans l'idée, c'est pour moi l'un des points les plus importants à ce jour. C'est vraiment lui qui peut vous permettre aujourd'hui d'être rentable en étant trader, même si vous avez plus de positions ouvertes qui sont perdantes. Donc aujourd'hui, il y a des stratégies qui vous permettent de perdre 7 trades et avec seulement 3 trades de couvrir toutes vos pertes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est un petit peu la raison pour laquelle je vous avais peut-être déjà expliqué ou peut-être pas. C'est que des profils de trading, des stratégies de trading, il en existe vraiment des centaines, il en existe des milliers. Tout est possible en fait en trading. On peut à la fois avoir 80% de réussite sur ces positions, à la fois avoir très peu de pourcents de réussite, mais à chaque fois chercher des positions qui vont nous faire gagner gros. Donc c'est là aussi où il faut essayer de voir un petit peu comment est-ce que vous êtes. C'est pas parce que vous n'allez pas être actif et que vous allez trader énormément que vous n'allez pas avoir des résultats. Tout comme c'est pas parce que vous allez attendre à chaque fois la meilleure position que vous allez avoir des bons résultats. Parce que des fois vous allez en fait rater des opportunités et donc vous allez avancer peut-être des fois carrément trop lentement par rapport à ce que vous auriez pu faire. Donc c'est un bon mix des deux qu'il faut réussir à faire. Et réussir en fait à chasser, à trouver les 4-5 validateurs que je vous ai partagés dans la stratégie de trading et que vous puissiez à chaque fois essayer de vous y atteler. Comme dit, il y aura des réussites, il y aura des échecs, il va falloir à chaque fois essayer de repeaufiner, regarder qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas. L'objectif c'est de tenir son petit cahier de trading, son petit journal de bord et faire en sorte de voir si au final vous êtes rentable ou pas quoi. De toute façon il n'y a que ça en fait qui compte à la fin, c'est est-ce que vous êtes rentable ou est-ce que vous ne l'êtes pas, et selon ça en fait de toute façon il faudra toujours encore de la pratique. Moi j'ai une petite deux questions. Si je mise 1000 finalement et que je suis daily et que je fais une position par jour, on va dire, on est en train de dire que je vais mettre 1000 sur cette position avec un ratio là de 2 pour 1, ça j'ai bien compris. Mais sur ce ratio, si je veux éviter quand même de perdre les 1000, puisque c'est ce que je veux mettre, moi, c'est ma quantité, il faut que je limite mon risque, enfin ma perte potentielle à 10%. J'ai pas compris où est-ce qu'on trouvait cette limite de perte à 10% dans le cours.
J'ai bien compris le ratio 2 à 1, mais donc Oui, j'ai la même question. ouais, si finalement je descends mon stop, si finalement je descends mon stop loss à, je vais prendre un exemple vraiment théorique. Je suis à 10 000 euros, la valeur elle est à 10 000 euros. Je mets mon stop loss à 9 000 euros. Potentiellement, je peux perdre mes 1000 euros. Non, là tu perds 10% du coup. Tu perds pas les 1000. Enfin, 10% avec l'effet de levier x10, du coup là oui, ça t'arrivera à 100% techniquement, donc la perte de la position complète. Mais si tu passes de 10 000 à 9 000, t'as une perte de 10%, t'as pas une perte de 100% sur ta position. À part si t'es en effet de levier x10, évidemment. Oui, donc si je suis en effet levier x10, Ben oui. j'aurais mis mes 1000 euros, enfin je vais perdre 1000 euros, non mais même plus, il y a un truc que je comprends pas. C'est pour ça que le calcul c'est ton capital, ok? Tu prends ton capital que tu as 1000 euros. en trading, donc là imaginons 1000, tu dois multiplier ça par le pourcentage de risque. Donc ça veut dire que sur ta position, donc toi tu m'as dit voilà aujourd'hui tu es un day trader, donc on a vu ensemble que par position en day trader, si tu prends une seule position par jour, au maximum tu dois risquer 10%. Si tu prends 2 positions par jour, au maximum tu dois risquer 5%. Parce que le maximum de pertes sur ton portefeuille global par jour, ça doit être 10% grand maximum. Donc ça c'est la base. Maintenant, t'es pas obligé de prendre par position obligatoirement tout le risque entier, tu vois. Mais dans l'idée, c'est 10%. Si tu prends 10% de risque, c'est 10% avec l'effet de levier inclus. Ça veut dire que tu vas devoir prendre 1% de risque. Quand tu vas mettre ton stop loss à 1% au-dessus du prix auquel tu as voulu ouvrir ta position, si tu as mis un effet de levier x10, ça va techniquement faire un 10% de perte potentielle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'effet de levier x10. En gros, c'est tout est x10. Ça veut dire que le gain comme les pertes. Donc si dans les pertes tu avais 1% qui était ok, mais vu que tu es en x10, c'est plus 1%, c'est 10%. Voilà pourquoi en gros dans l'idée tu dois prendre en compte 1% de perte sur ta position pour arriver en finale à 10% avec l'effet de levier. Donc ça veut dire que dans l'exemple où je suis avec une valorisation à 10 000, que j'ai donc 1000 euros, mon bag là il est de 1000 euros. Il faut que sur ma position, et que j'ai un effet de levier x10, il faut que sur ma position, je ne mette donc que 100. J'avais déjà préparé évidemment ici mon petit outil. Ouais. Tac, tac, tac. Donc en gros, dans l'idée globale, on est ici. On va prendre un cas comme d'habitude un peu fictif. Donc on a un capital d'investissement de trading ici de 1000 $ dans son intégralité. Donc ici, comme d'hab. Hop. On a 1000 $. On a dit que par jour, on ne doit pas perdre plus de 100 $, c'est-à-dire 10% de la position. Maintenant, on n'a pas. Enfin, ce qu'on avait dit également, c'est qu'on était à chaque fois en effet de levier x10. Donc là, c'est 1000 $. Quand on va faire un effet de levier x10, si on ouvre une position, on va ouvrir 10 000 $. Maintenant, ce qu'on a dit aussi également, c'est que de toute façon, par rapport à la position qu'on ouvre, on n'est pas obligé d'ouvrir tout. Il ne faut pas oublier que là, on a les 1000 $, on n'est pas obligé d'ouvrir les 1000 dans son intégralité. On peut en ouvrir que 500 x 10, qui au lieu du 10 000, ici, nous fera 5000. Mais donc, du coup, si on a 10 000 $, l'acceptation ici de perte qu'on peut avoir pour arriver aux 100 $ maximum de perte qu'on voulait perdre initialement, bah ici, c'est 1%. 1% de 10 000, ça donne 100. Ok ? Donc ici, on accepterait maximum 1% de perte. Donc ça veut dire que si ici, à ce moment-là, je voulais ouvrir ma position de 10 000 $, donc à ce niveau-là, imaginons que, voilà, on va se dire, on l'ouvre à partir de la case sur du M, j'ai 1% au-dessus, donc 1% c'est faible, hein, c'est à partir de ici, et 2% en dessous, donc au minimum, hein, pour avoir mon ratio risque-récompense de 2. Donc là, voilà, on est sur mon 2 pour 1. Donc techniquement, dans l'idée, étant donné qu'on est en effet de levier x10 et que j'ai ouvert toute ma position et que je m'accepte seulement 100 $ de perte, là, à ce moment-là, on n'aura que la possibilité d'avoir 1%. Parce que le 1%, il fait x10, donc il devient 10%, et donc le 10%, c'est ce qu'on est prêt à perdre au maximum dans la journée. Maintenant, de l'autre côté, c'est peut-être sur ça, en fait, que tu bloques, selon moi, c'est qu'on part du principe qu'on a 1000 $ et qu'on en fait l'effet de levier x10. Mais on n'est pas obligé d'ouvrir les 1000 $. On peut très bien prendre seulement 500 $ sur les 1000, avec le x10, donc ça nous fera 5000 $. Et donc sur 5000 $, en fait, bah, pour pouvoir arriver aux 100 $ de perte, on peut cette fois-ci perdre 2%. Tu vois ce que je veux dire, on est sur ce même principe. Donc ici, vu que tu es prêt à perdre 2%, si tu le fais de cette manière, alors à ce moment-là, du coup, les 2%, ils seront plus hauts. Donc là, tu pourras augmenter tes 2% de perte en haut.
Et à ce moment-là, évidemment, là, il faudra que tu baisses potentiellement, que tu vises toujours ton 2 pour 1. Donc, il faudra que tu regardes si tu as la possibilité d'avoir ce trade-là. Mais ce sera ça, le trade, tu vois. Donc ça, c'est avec le fait que tu n'ouvres pas l'intégralité de ta position. Maintenant, également, tu peux le faire avec moins que ça. Donc là, on avait pris 500, mais si tu fais qu'avec 250 $, le x10, donc ça te donne 2500 $. Et donc là, à ce moment-là, tu auras le droit à 4% de perte, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas dépasser les 10% de perte par position, mais qu'il ne faut pas non plus forcément ouvrir tout ton capital de trading en effet de levier x10, parce que là, ça va te donner très peu de droit à l'erreur, en fait. Tu vas avoir qu'1% de droit à l'erreur vu que tu es en x10. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'ouvrir des lots qui ne sont pas l'intégralité de ta position pour pouvoir avoir le droit d'avoir des pourcents un peu plus élevés, ok? Parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la plupart des traders et même des investisseurs dans l'idée s'offrent le droit d'avoir 1% de perte. Donc généralement, le pourcent, on va le chercher en haut, en bas, et on va quasiment tout le temps faire des mouvements un peu où, même si ça chute et qu'on est short, on s'est bien positionné, on va rebondir de 1%, histoire de juste venir sortir les personnes qui avaient que 1% de risque, tu vois. Donc c'est pour ça que tu n'es pas dans l'obligation d'ouvrir les 1000 $ intégralement, tu peux le diviser en la moitié, 500 x 10, donc là tu auras une position de 5000, tu auras 2% de perte de droit, 250, 2500, tu auras droit à 4%, et puis après, plus tu descends, plus tu peux avoir des pourcentages de perte acceptés, tu vois. Donc ça, ce serait dans l'idée pour un short. Mais du coup, je pense que c'était sur ça un petit peu que tu bloquais. Après, n'hésite pas maintenant à mettre le micro de nouveau et à me dire si c'était sur ça ou pas. Et sinon, autrement, je vais voir pour essayer de... Je crois que c'était sur ça. Je pense qu'il va falloir que je le pratique pour plus le sentir pour le coup. Ouais. Mais je crois que c'était sur ça, oui. Donc en fait, les stops initialement... En fait, la plupart des traders se font défoncer en stop loss. Pourquoi? Parce que c'est, je m'excuse du terme, mais la plupart du temps, ils font un peu les petites tapettes. Ça veut dire qu'ils vont mettre le stop loss le plus proche possible en termes de pourcentage, parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance dans leur trade. Et c'est là la grande différence en fait entre un trader professionnel et un trader qui va être débutant. C'est que si tu places ton stop loss uniquement par rapport à un pourcentage que tu es prêt à perdre, tu es déjà un petit peu dans une vision de victime du marché, tu vois. C'est plus toi qui décide à 100%, c'est plutôt le marché qui vient te soumettre. Alors que si c'est toi qui as défini ton stop loss, parce que tu sais que sur ton scénario, c'est cette zone qui invaliderait ton scénario, bah là c'est différent. On viendra pas te chercher comme on viendrait chercher tous les traders qui viennent de se positionner, parce que tu t'es pas positionné justement dans un cas spécifique où tu vas te faire laver parce que tout le monde est actuellement en train de mettre son stop dans la même zone et avec la même intention, tu vois. Quand on est débutant, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Aujourd'hui, tu as une stratégie, il faut que tu apprennes à lui faire confiance. Donc c'est très important que quand tu as tout validé, les validateurs, tu as regardé ton stop loss, ton ratio risque-récompense, que tout est positionné et que ta position est en cours, c'est plus entre tes mains. C'est entre les mains du marché et c'est à toi d'observer. Tu observes sans toucher. Et à ce moment-là, tu verras. Si on est revenu te chercher, à toi de réfléchir. Tu prends ton petit carnet de trading, ton journal de bord et tu notes un petit peu, ok voilà, aujourd'hui j'ai perdu, je pense que c'est à cause de ça, tu analyses le marché, tu regardes ce qui s'est passé, tu regardes pourquoi tu t'es fait invalider. Mais dans l'idée, non, ton stop loss, tu ne dois plus le toucher. Aujourd'hui, déjà, commence à bien te professionnaliser, maîtrise cette stratégie. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que il y a tout qui est possible aujourd'hui, hein. On peut tout faire, les traders, ils ont des infinités de possibilités, mais aujourd'hui, la chose qui est importante, c'est d'avoir une stratégie professionnelle que vous allez pouvoir suivre et qui va vous apporter des résultats. La stratégie que je vous ai partagée aujourd'hui, elle est basé pour vous permettre d'obtenir des résultats, même si vous n'y connaissez pas énormément. Évidemment, bah, vous voyez, hein, il y a quand même il y a des choses à faire, hein. Vous avez suivi les cours, vous avez fait les cahiers d'exercices, vous étiez à mes côtés, etc. On est en live, donc il y a quand même du travail. Mais dans l'idée, aujourd'hui, cette stratégie en elle-même, elle peut déjà vous apporter énormément de résultats. Donc, la plupart du temps, en trading, on se perd à vouloir rajouter des indicateurs, des visions, et est-ce que je peux toucher à ça, et est-ce que je peux faire ci, et là je vais aller sur les small caps, et en fait non, tranquille, on reste dans les fondamentaux. Il faut pas essayer de croire que le meilleur trader du monde à ce jour c'est un mec qui fait des calculs super complexes, qui a des indicateurs de ouf que vous avez pas, etc. Non, la majeure partie du temps il a juste des bons fondamentaux et en fait il réplique. En fait, quand vous avez une stratégie gagnante, imaginez, c'est comme si vous avez une machine au casino, vous savez qu'à chaque fois que vous y allez, vous gagnez 1,5 fois ce que vous avez mis sur la table. Vous venez avec 1000 €, vous avez 1500. Vous venez avec 2000, vous avez 3000, etc., etc.
pourquoi aller s'embêter à essayer de trouver le truc miracle qui va me permettre de gagner encore un peu plus? Mais répliquez ça bêtement des centaines, des milliers de fois et faites du cash, quoi. C'est ça le trading. C'est quand tu as une stratégie qui marche. Encore une fois, la stratégie, elle va marcher très bien dans certaines conditions de marché, des fois un peu moins bien dans d'autres conditions. Mais quand on a une stratégie qui marche, il faut le faire bêtement. On y va, hop, c'est une machine à cash. Il faut juste continuer encore et encore. Et en fait... Même vous, au bout d'un moment, si vous l'appliquez bien la stratégie, vous commencez à avoir des résultats, vous allez vous dire mais comment c'est possible? J'arrête pas de répliquer et juste j'appuie sur le bouton et ça fonctionne. Bah c'est comme ça en fait le trading. Mais jusqu'au moment où voilà, évidemment, tout le monde doit faire ce travail d'aller chercher une stratégie, de faire en sorte d'avoir des bons validateurs et encore une fois, voilà, de pratiquer, de regarder un petit peu ce qui se fait, quoi. Un des points importants à comprendre, c'est que il ne faut pas essayer toujours d'anticiper ce que le marché va faire, mais en trading, il vaut mieux être discipliné et appliquer ce que vous voyez. Parce que votre cerveau, il peut vous faire voir n'importe quoi. Si aujourd'hui vous voulez long, votre cerveau, il vous fera trouver n'importe quelle chose qui vous dira oui, il faut que tu long. Si vous voulez short, il vous fera trouver n'importe quelle chose qui vous dira oui, il faut que tu short. C'est pas plutôt à vos émotions de prendre le dessus, mais pour une fois, il faut vraiment que vous soyez cartésien. Il faut que vous croyiez ce que vous voyez et pas que vous essayiez d'anticiper. Quand on est investisseur, c'est intéressant d'anticiper. Quand on est trader, je vous ai déjà expliqué, votre rôle en tant que trader, c'est de trouver des anomalies dans le prix et de vous positionner entre pour jouer sur l'équilibre et de rétablir l'anomalie du prix. C'est tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous avez à faire, c'est à TP par la suite. Encore une fois, l'appât du gain en trading, c'est quelque chose qui va pouvoir vous punir très souvent. Donc dans un premier temps, prenez l'habitude de TP. Prenez l'habitude de TP, même si par la suite le mouvement continue encore un petit peu. C'est pas grave, vous êtes trader. Une fois de plus, l'objectif c'est combien de trades vous allez pouvoir être, vous allez pouvoir placer et entre ça, combien d'argent vous allez pouvoir réaliser par rapport à ce que ça va vous coûter. C'est ça qui est important en tant que trader, ok? C'est de réussir à placer vos trades et à les sécuriser. Déjà, faites ça dans un premier temps, même si ce n'est pas des très gros trades, et vous allez voir que ça va énormément vous aider. Beaucoup de traders se font piéger sur ces points-là. Ils sont gagnants, ils ont des bonnes stratégies, mais étant donné qu'ils sont un peu crédules et qu'ils veulent jamais TP, et ben en fait, au final, ils peuvent être complètement perdants. Les amis, je compte sur vous, hein. Ça fait 7 jours que bon, on est tous ensemble, mais qu'on prend du temps, on prend de l'énergie, on est à vos côtés et on a envie, on vous voit grandir parce que clairement, depuis le jour numéro 1, je peux vous l'assurer pour tous, toutes les personnes qui sont ici et que j'ai pu voir et accompagner, je peux vous assurer qu'entre le jour 1 et le jour 7, c'est-à-dire le jour d'aujourd'hui, je le vois à la fois dans vos yeux, à la fois dans vos questions, vous avez déjà tous pris du niveau, ok? Vous comprenez mieux le marché, je vois que vous êtes déjà plus à l'aise et surtout vous comprenez les réactions du prix, pourquoi est-ce que le marché pourrait faire telle ou telle chose, pourquoi est-ce que vous cherchez une position en ce moment. Donc ça aussi c'est important, vous allez arriver derrière un graphique et à partir de maintenant, vous savez ce que vous devez chercher. Donc maintenant que vous savez ce que vous devez chercher, faites en sorte de l'appliquer, j'ai envie de dire presque bêtement, et vous allez voir que vraiment, cette stratégie, elle va peut-être pas vous partager 150 positions à ouvrir par jour, de toute façon, c'est pas ce que vous cherchez puisque vous n'avez pas le temps de le faire, mais de l'autre côté, vous allez avoir des positions qui vont vous augmenter vos probabilités de réussite, d'accord? Donc, comme expliqué, c'est toujours un petit ratio, un petit calcul à avoir en tête. Si vous avez moins de positions, mais que vous pouvez avoir une amplitude plus importante, ça peut vous faire gagner plus gros que quelqu'un qui fait beaucoup de trades, mais qui a des amplitudes plus courtes. Si vous voulez ouvrir une position en daily, vous allez chercher du 10, du 15% sur votre mouvement. Là où quelqu'un en scalping ou en swing, il va peut-être chercher 2, 3%, 4%. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que vous avez moins de trades ou moins d'actions que vous allez moins gagner à la fin. N'essayez pas de vous dire qu'il y a des profils qui gagneront plus que d'autres ou quoi que ce soit. Non, il y a surtout des profils qui vont être plus adaptés à vous ou pas. Et c'est à vous de comprendre réellement votre profil, comprendre votre rôle en tant que trader et vous allez voir que tout va bien se passer. L'objectif, et la plupart des gens qui perdent aujourd'hui en trading, c'est les gens qui ont oublié que le trading, c'est une compétence avec une stratégie à suivre. La plupart viennent trader comme ils iraient au casino. Je vous l'ai déjà dit, ils viennent avec une somme et ils veulent l'utiliser intégralement. Soit ils veulent faire avec ces 500 euros 10 000 euros, soit ils perdent tout. Dans l'idée globale, ils s'en fichent de perdre. Ben, c'est ces gens-là que vous allez pouvoir remercier d'ici peu parce que c'est grâce à eux que vous allez gagner de l'argent en trading. C'est eux qui vont vous servir de liquidité. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir avoir des positions intéressantes. De la contrepartie.
vous êtes quand même en train d'apprendre une compétence, donc il va falloir la pratiquer, il va falloir pouvoir l'utiliser et faire en sorte d'être un peu plus à l'aise avec. Mais à ce jour, vous avez ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir vous-même avoir une stratégie de trading professionnelle et aller vous battre en fait contre les requins, parce qu'aujourd'hui, avec la stratégie que vous avez, vous allez complètement trier vos trades. Vous allez éviter de rentrer en position là où tout le monde rentre. Et c'est ça que je vous ai déjà expliqué. C'est ça la meilleure des choses. Si vous voulez devenir trader professionnel, il faut arrêter d'essayer d'ouvrir des positions quand vous avez le temps. Il faut attendre que le marché vous appelle pour vous dire là, c'est le moment d'ouvrir une position. Et rien que dans ça, vous allez avoir une différence qui est énorme. Et la deuxième différence, c'est que maintenant, quand vous allez derrière un graphique, vous savez quoi regarder. Là où la plupart vont juste aller pour essayer de voir « Ah tiens, ça monte, là c'est vert, j'achète. Ah c'est rouge, là ça baisse, je vends. » Vous voyez ? En tout cas, merci de nous avoir offert cette opportunité, parce que c'est vrai que ça pourrait être payant ailleurs, et merci de nous avoir appris tout ça et d'avoir donné votre temps, vraiment. Oui, vraiment, un peu grand merci à vous. Ça a été une belle partie de plaisir. Merci, c'était vraiment super intéressant. Est-ce qu'en seulement 7 jours à ce jour, justement, vous avez l'impression d'avoir obtenu des résultats? Oui. Après, moi j'ai vraiment l'impression de savoir qu'est-ce que je regarde sur un graphique, alors qu'avant, je ne voyais rien. Là, je sais quoi regarder. C'est super agréable. Ouais. Super. Ouais, pour ma part, c'est exactement la même chose. L'idée de savoir où je dois regarder. Bon, les amis, en tout cas... Un tout grand merci, belle soirée. Ciao, ciao. Allez, bonne soirée à tous. Belle soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao, bye bye. N'oubliez pas que si vous souhaitez participer à la session numéro 3 du challenge crypto trading, vous pouvez le faire, c'est tout à fait gratuit. Le lien est en description. Comme d'habitude, les 30 premiers seront les 30 que j'accompagnerai pour la session numéro 3. Donc si vous voulez vous assurer d'obtenir votre place, venez directement vous inscrire.